La Voix du Nord titre ce matin un nouveau bac en 2021. Annie Genevard, fallait-il réformer le bac pour le sauver? Oui, il fallait réformer le bac. D'ailleurs, nous le proposions dans notre programme, bien avant que Emmanuel Macron ne le mette dans le sien. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Donc, nous avions proposé dans ce programme présidentiel la réforme du bac autour de 4 épreuves majeures. Donc, on retrouve ce quatuor d'épreuves dans le projet de Jean-Michel Blanquer. Donc, pourquoi réformer le bac? Parce qu'aujourd'hui, outre le fait qu'il est extrêmement coûteux, qu'il désorganise l'année scolaire, puisque à la fin du mois de mai, il n'y a plus de cours pour les élèves de terminale. Le bac est aujourd'hui accessible quasiment à tous les lycéens. Alors, quel est le sens d'un examen auquel tout le monde a accès? On voit bien à quel point le brevet a été dévalué parce que d'un accès beaucoup trop simple, beaucoup trop facile, et le bac était menacé de la même dévaluation. Et c'est ennuyeux parce que le bac, c'est outre le fait que c'est le diplôme de la fin des études secondaires, c'est aussi le premier grade universitaire. Et que normalement, si le bac joue bien son rôle, il doit garantir aux jeunes qui entrent à l'université un niveau minimal requis pour pouvoir suivre des études dans de bonnes conditions. Et pour vous, les annonces de Jean-Michel Blanquer, elles sont à la hauteur pour sauver ce bac? Alors, je pense que les annonces de Jean-Michel Blanquer sont intéressantes. La chose n'est pas facile parce que il faut à la fois réduire le nombre d'épreuves, mais pas réduire déraisonnablement le nombre de disciplines étudiées. Il y a des professeurs dans de nombreuses disciplines qu'on ne va pas mettre à la porte du jour au lendemain. Il y a des disciplines utiles. Moi, je suis professeur de lettres classiques. Pour moi, le latin et le grec, c'est utile et il faut pouvoir continuer de l'enseigner d'une part, de l'étudier d'autre part et éventuellement de le passer en option au baccalauréat. Alors pour moi, si vous voulez, l'épreuve des faits, ce sera de voir si la qualité du bac s'améliore. Pour nous, moins d'épreuves, oui, c'est bien, mais plus d'exigences. La grande nouveauté, Annie Genevard, c'est le grand oral. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Ça, c'est une nouveauté, en effet, qui est importante parce que ça fait partie des 4 épreuves de terminale. Donc, ça veut dire que c'est une épreuve qui est dotée d'une importance certaine. Moi, je trouve que c'est intéressant pour autant que on sache un petit peu comment ça va se dérouler, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va demander aux élèves. Manifestement, c'est sur un thème qu'ils auront choisi. Voilà, c'est pas seulement le fait d'être bon locuteur, c'est aussi savoir argumenter, savoir hiérarchiser ses arguments, savoir s'exprimer, savoir avoir une pensée complexe, une expression soignée. Aujourd'hui, on sait bien que la maîtrise de la langue, écrite ou orale d'ailleurs, pose problème à un certain nombre d'élèves et parfois aussi à un certain nombre d'adultes. Donc, à voir, c'est une idée intéressante. On vous a entendu dire que le ministre Jean-Michel Blanquer avait bénéficié du travail effectué par la droite et avait, je vous cite, cueilli un fruit mûr. De quel travail parlez-vous? Eh bien, vous savez, moi, j'ai un mandat de parlementaire derrière moi. Et pendant ce mandat, j'étais donc à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Je suis enseignante de formation. Ce sont des sujets que je connais un peu. Et nous étions quelques bons connaisseurs de la chose éducative. Comme il y a eu beaucoup de débats sur l'école dans le précédent mandat, il y a eu une loi, la loi de refondation de l'école, on a beaucoup parlé d'école. On aurait pu s'en réjouir, sauf que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été ravageuses pour l'école. Et voyez-vous, le rôle d'une opposition, c'est de s'opposer, parce que c'est la démocratie. C'est de proposer, parce que sinon l'opposition est vaine et stérile, mais c'est aussi de faire émerger, et ce troisième volet passe un peu inaperçu et c'est dommage, c'est de faire émerger dans l'opinion publique les sujets importants. C'est ça le rôle d'une bonne opposition. Et en matière d'éducation, à force de travailler sur certains sujets, on les a fait émerger dans l'opinion publique. Vous savez, il y a 5 ans, quand on disait « l'école doit transmettre les savoirs fondamentaux », lire, écrire, compter, calculer, on se faisait accuser de vouloir réduire l'école à un SMIC éducatif. Un SMIC éducatif. Donc l'expression était censée être dévalorisante. Mais
Au fil des enquêtes internationales qui ont montré l'effondrement de la France en mathématiques, par exemple, d'où la mission Villani, ou les classements très défavorables de la France dans les enquêtes PISA, je crois aujourd'hui que l'opinion publique, les parents qui sont soucieux de la réussite de leurs enfants, l'opinion publique en général a compris qu'il y avait un sujet école. Ce qui ne veut pas dire que les professeurs sont mauvais, ce qui ne veut pas dire que l'État n'y met pas les moyens qu'il faut, mais il y a manifestement une défaillance au niveau de la performance de notre système éducatif. Et ça, à force de l'avoir dit et expliqué, si vous voulez, on l'a fait émerger. Et c'est en ce sens que je dis que Jean-Michel Blanquer, ce qui n'enlève rien à ses qualités, accueilli un fruit mûr. Vous parliez d'opposition. Justement, Jean-Michel Blanquer bénéficie d'une relative opposition, enfin d'une relative bienveillance, à droite. Est-ce que c'est difficile de s'opposer à quelqu'un qui propose à peu près les mêmes solutions que vous auriez proposées si vous étiez au pouvoir ? Non, Jean-Michel Blanquer était proche de nous. Il a travaillé avec Alain Juppé sur le programme éducatif. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Et pourquoi ne pas l'avoir pris comme ministre de l'Éducation quand vous étiez dont je salue. Il était le DGESCO, il était le numéro 2 du ministère. Il était le numéro 2. C'était pas le numéro 1. Ah oui, non, mais c'est un rôle. Mais vous n'en avez pas fait un homme politique, on ne passe pas si facilement de la haute fonction publique à la sphère politique. Il a fallu un certain temps et lui aussi est arrivé à maturité finalement puisque il réussit, semble-t-il, dans cette fonction. On ne cherche pas absolument à s'opposer à Jean-Michel Blanquer. Quand il fait des choses bien, il faut savoir le dire. Ça a toujours été notre boussole. Ce qui ne fait pas de lui un intouchable. Vous avez été enseignante, vous nous l'avez rappelé. Quelle note vous mettriez à Jean-Michel Blanquer ? Alors, moi, je ne me permettrai pas de noter, d'abord parce que l'exercice serait immédiatement controversé. C'est un bon ministre. Oui, c'est un ministre qui a des compétences et puis qui bénéficie tout de même de l'effet de contraste avec ceux qui l'ont précédé. Disons-le clairement, on ne lui fera pas à lui le procès en incompétence qui a pu être fait à Vincent Payon, d'une certaine façon, à Benoît Hamon et surtout à Najat Vallaud-Belkacem avec sa réforme du collège. Mais je dirais au ministre qui est incontestablement compétent et qui sait très bien de quoi il parle, qu'il ne faut pas être trop sûr de soi et que certes c'est un bon ministre, mais il y a matière aussi à vigilance. Moi, je serai très vigilante sur la question de la répartition sur le territoire français des moyens. Aujourd'hui, on s'émeut aux Républicains de la suppression très importante de classes en milieu, en dehors des REP+, c'est-à-dire des zones d'éducation prioritaire+. Ce qui nous remonte des territoires est tout de même préoccupant. Donc, moi, je dis au ministre, c'est bien les REP+, mais vous savez, une enquête faite en 2015 montre qu'un jeune élevé en Seine-Saint-Denis a plus de chances d'accéder à un poste de cadre qu'un jeune d'un département très rural. On serait bien inspiré de se rappeler tout de même que le territoire français, il est fait de métropoles, mais aussi de petites villes, de moyennes villes et de territoires ruraux. Et puis l'autre élément que je voulais dire, sur lequel j'interpelle le ministre, c'est la question de la violence en milieu scolaire. Moi, j'ai été extrêmement frappée par le dossier de l'Express la semaine dernière sur le lycée Gallieni de Toulouse. Le cri de désespoir des enseignants qui disent « la République nous abandonne ». Je crois que le ministre ne peut pas ignorer cela. On va passer à un autre sujet, Annie Genevard. Emmanuel Macron a confirmé devant la presse présidentielle le caractère obligatoire du service national qui sera aussi universel. Puisqu'on parlait d'éducation, est-ce que vous êtes favorable à ce que l'éducation nationale soit partie prenante dans ce service civique ? C'est une affaire compliquée, cette affaire-là. Il y avait de l'impréparation, de l'improvisation. Il y a une énorme impréparation qui d'ailleurs éclate au grand jour, puisque lui-même dit 3 ou 6 mois... obligatoire, mais on ne sait pas à quel moment, mais on va charger les ministères d'y réfléchir. On voit bien que la chose n'est pas pensée, elle n'est pas aboutie. Mais c'est une bonne idée ? Ce qui est une piste à creuser à mon sens, c'est qu'il faut rétablir chez les jeunes le sentiment d'appartenance à la nation et la notion de servir son pays. Mais sous quelle forme ? En tout cas, la forme imaginée par le président de la République est encore un objet volant non identifié. Vous êtes la patronne
désormais de l'organisation du parti. Vous êtes secrétaire général, la seule en titre. Vous avez des secrétaires généraux adjoints, bien sûr. Est-ce que vous avez retrouvé la forme depuis l'élection de Laurent Wauquiez? Quand je dis vous, c'est les Républicains, Oui, bien sûr. j'entends bien, j'entends bien. Bon, on ne cachera pas que les 2 défaites électorales de 2017 ont été un coup rude. Et passer la déception de... Je rappelle, vous étiez filloniste, hein, vous avez soutenu François Fillon. Passer la déception, il a fallu se relever et travailler à la reconstruction. Et c'est le travail que nous avons engagé avec Laurent Wauquiez. Et il fallait qu'on se redonne un chef. Bon, c'est fait. C'est fait. Laurent Wauquiez devait mettre en place l'organisation. Il s'est donné une équipe dirigeante. C'est fait. Il a remis en place les instances du mouvement comme le bureau politique, la commission nationale d'investiture, le comité des recours. C'est fait. Mais l'éloignement d'Alain Juppé, d'un certain nombre de ténors du parti, ne vous pose pas problème quand même? Vous avez l'air de décrire un monde parfait. Non, c'est pas un monde parfait. Je crois que Laurent Wauquiez souhaite le rassemblement, mais pas au prix de la clarté de la ligne. Il le souhaite, mais est-ce qu'il est l'homme capable de le faire, ce rassemblement? Pas au prix de la clarté de la ligne et surtout de l'esprit... Sur les européennes, notamment. Surtout de l'esprit d'équipe. Parce qu'un parti, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une cohésion. Vous savez, les chapelles, les querelles, les courants, regardons ce qui se passe au Parti socialiste. Il y a en germe tous les éléments de la destruction. Ça, Laurent Wauquiez n'en veut pas. Est-ce qu'il est en mesure de faire ce rassemblement, Annie Genevard, Laurent Wauquiez? Alors, il n'est pas trop clivant pour faire ce rassemblement? On rassemble avec ceux qui veulent l'être. On voit qu'il y a 2 lignes qui s'expriment au sein de votre parti. Quelle va être la ligne des Républicains pour les européennes? On veut nous enfermer dans une idée d'un parti eurosceptique qui cherche à porter des coups à l'Union européenne au motif qu'elle ne fonctionne pas bien. Et c'est faux. Et c'est absolument faux. Et c'est absolument faux. Laurent Wauquiez est absolument convaincu que l'Europe doit être réformée précisément pour pouvoir être sauvée. Donc c'est ni eurobéat ni eurosceptique. Ce sera cette 3e voie qu'il entend incarner. Mais c'est un travail que nous avons entamé avec toutes les consultations qui vont nourrir notre programme et qui pour aux porter élections, cette 3e voie? C'est un petit peu tôt pour vous le dire. C'est une question très importante que vous posez parce qu'il faut à la fois quelqu'un qui incarne puissamment l'enjeu, le programme et donc c'est une question... On parle de Virginie Calmel, ce serait un bon choix? Écoutez, Virginie Calmel, c'est une femme de grande qualité pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié et qui incontestablement a beaucoup d'intérêt pour la cause européenne. Mais la question, la réponse que je viens de vous faire ne vaut pas réponse. La question n'est pas tranchée. Voilà. D'accord. Et votre réaction à propos de Gérald Darmanin, est-ce que vous êtes sur la ligne de votre parti politique qui réclame sa démission? Écoutez, cette affaire est vraiment tout à fait... Après cette 2e plainte. Oui, cette deuxième... abus de faiblesse. Cette 2e plainte, évidemment, est extrêmement troublante. La position des Républicains n'a pas varié. Les Républicains considèrent que être sous le coup de 2 plaintes de cette nature complique l'exercice ministériel. Mais nous avons toujours dit aussi que c'était à la justice de trancher. Ce que je note avec intérêt, c'est l'évolution de la position du Premier ministre, qui est passé d'une position de soutien inconditionnel et de dévalorisation de la plaignante à une position équilibrée entre les deux, à savoir il faut entendre la plaignante et respecter la présomption d'innocence. Donc nous en resterons là.